si l'Allemagne ou la France rentrent en guerre, plus personne ne veut d'euros. Dans la pire des situations, pouvoir arriver à se débrouiller. Eddy, mon père, avait de quoi acheter un quartier entier de Bordeaux. À la fin de la guerre, avec ce que j'avais, je pouvais acheter un manteau. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des entrepreneurs de l'immobilier. Et aujourd'hui, j'ai un invité de marque que je suis très heureux d'accueillir, Étienne Broye. Bienvenue sur le podcast. Bonjour Robin. Eh bien, écoute, bonjour à toi, bonjour à tous. Bienvenue dans ce podcast où on va parler d'investissement immobilier, bien sûr, un des sujets que j'affectionne particulièrement. Mais on va parler également d'investissement et d'entrepreneuriat au sens plus large. Et justement, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Étienne qui va nous partager sa stratégie et ses réflexions d'investissement long terme. L'immobilier, c'est très bien, mais il y a beaucoup d'autres actifs qu'on peut aussi activer pour avoir un patrimoine qui est durable et qui va passer un petit peu toutes les épreuves qu'on va pouvoir rencontrer dans une vie personnelle et d'investissement, puisqu'on est en train justement de rencontrer différentes phases économiques, sociologiques. Voilà, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte, et c'est vrai que moi personnellement je suis assez branché investissement immobilier, mais il y a aussi également des risques quand on est trop exposé à un type d'investissement, et donc Étienne a une vision beaucoup plus large, beaucoup plus globale, avec les différents types d'actifs, avec les avantages, les inconvénients, les actifs fondants, les actifs durables. Bon, je vais arrêter un peu de parler de ce que je ne connais pas. Je vais laisser la parole après à Étienne pour traiter le sujet. Et donc, très heureux d'accueillir Étienne qui a cette vision plus large et plus globale de tous les actifs qu'on peut et qu'on devrait posséder pour être serein dans la durée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Robin Aldin et je dirige la société Projet Locatif qui propose des investissements immobiliers rentables sur toute la France. Nos 80 conseillers qui sont tous des multi-investisseurs passionnés sont répartis sur tout le territoire et ont déjà réalisé plus de 1300 opérations rentables pour nos clients. Que vous souhaitiez acheter ou vendre votre bien locatif, notre équipe spécialisée peut vous aider. Le lien est en description. Et bon retour à la vidéo et bon podcast. Bienvenue Étienne. Bienvenue Robin. Très heureux de t'accueillir. Donc, pour faire un petit peu l'historique, Étienne, on se connaît depuis de nombreuses années maintenant. On s'est connus par le biais d'un ami commun. Je pense que c'est par rapport à Guillaume, si on Tout fait à fait. un peu l'historique. Exactement. Donc, Guillaume, qui est mon ancien associé de projet locatif, voilà, avec qui j'ai beaucoup développé la structure, et qui est un ami proche. Exactement. Voilà. Notre point commun, c'était les immeubles de rapport. C'est qu'en fait, à l'époque, et même toujours d'ailleurs, c'est vrai qu'on était passionné, enfin on est toujours passionné par l'immobilier, mais on avait ce petit point commun qui était de voir un peu plus grand, c'est-à-dire avec les immeubles de rapport plutôt que du locatif, etc. Et c'est là en fait où on s'est connus, tout simplement, parce que Exactement. dans ce monde-là, on n'est pas nombreux, donc voilà. Tout à fait. Le fil conducteur de l'investissement immobilier, et puis toute cette époque aussi du blogging. Donc Guillaume avait un blog qui n'est plus alimenté. D'ailleurs, je l'encourage à reprendre l'écriture de son blog qui était très apprécié des investisseurs, où il écrivait des articles très détaillés, très approfondis, avec beaucoup d'informations de qualité. Donc c'est un blog qui s'appelait immeublesderapport.fr, et peut-être qu'au moment où vous verrez ce podcast, il aura repris l'écriture de ce blog. Et je dirais que la plupart des articles n'ont pas bougé, n'ont pas changé en fait, c'est-à-dire qu'ils sont toujours d'actualité, à part évidemment l'actualité fiscale qui bouge légèrement, mais c'est vrai que c'est de la matière qui pourrait se lire dans 30 ans de la même manière, quoi. Exactement. C'est des réflexions, des stratégies d'investissement, bon, bien sûr principalement basées sur l'immobilier. Et donc c'est à ce moment-là où on s'est connus, rencontrés. Donc Étienne aussi fait toujours partie de ces personnalités sur Internet qui divulguent et donnent de l'information gratuitement sur différents réseaux. Donc tu as une chaîne YouTube, un site Internet, etc. On mettra bien sûr tous les liens en description. Et j'appréciais énormément la qualité des informations que tu délivrais avec une précision et une analyse vraiment beaucoup plus approfondie que ce qu'on peut habituellement trouver sur les réseaux sociaux, qui restent souvent un petit peu en surface. Et donc je me nourrissais aussi de tes informations qui des fois validaient certaines visions, et puis des fois aussi m'apprenaient
certaines informations que je n'avais pas. Donc, Oui, c'est vrai que la difficulté, en fait, dans ce monde où tout va très vite, hein, avec TikTok, etc., c'est qu'on a tendance à rentrer dans ce qu'on appelle un effet tunnel. C'est-à-dire qu'on va se focaliser quand on a 20 ans ou 15 ans même parfois, on va se focaliser sur les crypto-monnaies parce qu'on a l'idée que ça va être le moyen de devenir millionnaire, de créer de la valeur, etc. Et plus on va bouger dans l'âge, plus nos besoins et notre vision va évoluer. Et donc, c'est vrai que souvent, l'immobilier, évidemment, que c'est l'un des piliers, je dirais, pour la création, mais c'est aussi perçu par les jeunes générations comme quelque chose de très lent. En réalité, c'est beaucoup plus rapide qu'on croit, hein. mmh 20 ans, ça passe très vite, et même 10 ans. Et c'est pour ça, en fait, que on va avoir une vision qui va évoluer avec le temps. Et l'idée que j'ai voulu apporter, c'est d'apporter tout de suite toutes les visions. C'est-à-dire qu'en gros, à 70 ans, on s'inquiète de savoir comment va passer le patrimoine. Est-ce qu'il va passer les crises? Est-ce qu'il va passer le temps? Et donc, on va plutôt s'intéresser aux forêts, à l'or, aux actifs tangibles, l'immobilier, mais dans une mesure un peu plus réduite. mh. Alors que quand on a 20 ou 30 ans, ben, en fait, on n'a pas de patrimoine à protéger. Donc, la Bien sûr, question de protéger son patrimoine devient un peu obsolète. Voilà. exactement. Donc c'est ça, cet élargissement, en fait, c'est de voir tout de suite comment nous, on va réagir dans 10, 15, 20 ans, voire plus. Ça, c'est très intéressant parce que, bah, comme tu dis, souvent, on fonce un petit peu tête baissée, hein, et moi le premier, j'empile des biens immobiliers, j'achète, j'achète. Mais si on me demande, quelle est ma stratégie d'investissement dans 10 ans, dans 20 ans et dans 30 ans, Mm, elle est difficile à avoir. Et donc, c'est cette vision que j'aime bien d'arriver à se projeter sur le long terme, mm, d'anticiper les événements qui vont pouvoir arriver, anticiper, la fiscalité, les risques et être, voilà, le plus solide possible pour mm. passer toutes ces périodes-là. Donc comme tu dis, après ça dépend des phases de vie. Effectivement, il faut déjà constituer du capital avant d'avoir, à le traiter. Donc première phase de vie, constitution du capital. Et c'est vrai que quand on part de rien et de zéro, c'est vrai que l'immobilier, grâce à l'effet de levier bancaire, est Mm. très puissant. Mais on peut avoir cette réflexion également de se dire, quand on a du capital, est-ce qu'on le met vraiment dans l'immobilier? Est-ce que c'est le seul actif le plus, finalement productif? Est-ce qu'on ne chercherait pas plutôt à protéger aussi, son patrimoine, son épargne? Voilà, et avoir comme ça différents actifs qui nous sécurisent sur le long terme. Alors c'est vrai qu'on manque en France un petit peu d'éducation financière, hein, et donc c'est très intéressant justement d'avoir des visions un peu plus larges pour, essayer de s'éduquer et de comprendre un petit peu le fonctionnement, financier. Parce que, en France, c'est un petit peu compliqué de parler d'argent, c'est un peu mal vu et pourtant c'est un outil qu'on utilise tous les jours qui permet beaucoup de choses et donc bah, il faut s'y intéresser pour, avoir du temps, prendre soin de sa famille, ça permet quand même beaucoup de choses et donc je suis très content de traiter le sujet aujourd'hui avec toi pour avoir cette vision un petit peu plus large. Je dirais que la problématique, enfin la chose la plus difficile à concevoir, c'est de comprendre ce qu'est l'argent. Et c'est pour ça que, par exemple, on va voir un banquier ou un assureur, il va nous dire on a tel rendement. C'est quoi un rendement? Un rendement par rapport à quoi? Et donc, on est obligé de se poser la question pour pouvoir mettre en place son patrimoine, de savoir qu'est-ce que l'argent. En réalité, il s'agit de billets de Monopoly. Pourquoi? Parce que l'argent va perdre de sa valeur avec le temps, via l'inflation. Et donc, Mmh. on pourra pas, on peut pas parler de 100 000 euros en 2000 comme 100 000 euros en 2050. Ça n'a plus rien à voir. Et donc, dès le moment où on se pose cette question, bah, ça veut dire que quelqu'un qui nous propose un rendement de 5%, ok, donc il pense s'enrichir de 5%, on enlève l'inflation, Oui. on enlève la fiscalité, et au final, on se retrouve avec zéro. Tout ça en prenant des risques. Et donc, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas que l'idée, c'est d'avoir le maximum d'actifs tangibles. C'est une brouette, elle va valoir 5 francs dans les années 80. Aujourd'hui, elle sera à 100 euros. Et puis, dans 20 ou 30 ans, elle sera à 1000 euros. Et donc, on peut pas comparer ce qui n'est pas comparable.
Et c'est pour ça que la gestion de patrimoine, c'est justement de regarder dans les temps longs. Et c'est ce qu'on voit dans les grandes familles. D'ailleurs, les grandes familles vont faire de l'immobilier. Souvent, les grandes familles, ça va être une entreprise comme Michelin, des sociétés familiales. Euh, et en fait, elles vont pas tout mettre leurs œufs dans le même panier. Et donc, c'est des gens qui vont avoir des forêts, qui vont avoir des métaux précieux, qui vont avoir des comptes à l'étranger. Ils vont avoir des sources de revenus différentes. Et c'est vraiment la question, je pense, centrale, c'est qu'est-ce que l'argent et qu'est-ce que le capital? Et donc, toutes ces questions-là, un investissement, un capital. Tout à l'heure, tu parlais des investissements productifs. Oui, tout à fait. Voilà, donc en gros, on pourrait imaginer, pour simplifier tout ça, parce que ça paraît un peu abstrait, il y a du capital fondant, c'est tout ce qui est libellé en euros. Le capital productif, c'est tout ce qui va générer du capital, donc c'est l'entreprise et l'immobilier. D'accord. Voilà, ça peut être aussi dans une certaine mesure des traders, par exemple des gens qui vont faire une entreprise de trading, mais Tout à c'est fait. valable pour toutes les entreprises. Et après, il y a ce qu'on appelle le capital durable. Donc ça, c'est ce qui va traverser le temps. Une pièce d'or, ça va être extrêmement simple. Une pièce d'or va avoir la même valeur sous l'Empire romain qu'aujourd'hui. Quand je dis la même valeur, c'est la même valeur en temps de travail. Un Romain qui va, par exemple, mettre 1 an de salaire, Mm. il met en or, on déterre ça 2000 ans plus tard et on se retrouve avec l'équivalent d'1 an. Évidemment, c'est pas exact, mais et voilà. Et donc là, les actifs tangibles, ils sont tout simples, hein, c'est l'or, Mhm. l'immobilier, les forêts, les œuvres d'art, les voitures de collection, les livres rares, ça peut être aussi des timbres, des choses comme ça. Et ça veut dire que ça exclut toute une catégorie, c'est-à-dire les actifs fondants, c'est-à-dire les actions, les cryptos, les placements financiers, les livrets A, etc., qui sont, eux, basés sur une monnaie qui se dévalue. Voilà. D'accord, c'est très clair. Pour te faire un peu le panorama Ouais, c'est bien, c'est de bien. la chose. Déjà, on commence à mieux comprendre un petit peu, voilà, entre des différents actifs Mhm. fondants et productifs. Alors évidemment, suivant les phases, certains vont dire oui, mais la crypto, elle est productive sur les phases hautes, et puis finalement, elle est fondante, mais c'est voilà, basé sur la valeur de la monnaie. Et tu as raison, en fait, quand on parle d'inflation, on oublie de prendre en compte l'inflation dans les calculs. Donc évidemment, il y a plusieurs filtres à mettre dans chaque actif. Mhm. Donc il faut passer tous les filtres. Il n'y a pas qu'un rendement brut à l'instant T à regarder. Mhm. Il y a sur les années de production, en passant les différents filtres, qu'on va regarder finalement le rendement à terme de chaque projet. Et ça, rien que sur l'immobilier, je vois beaucoup d'investisseurs qui regardent en premier lieu la rentabilité brute. Mais en fait, il faut prendre en compte, est-ce que ça a été payé comptant? Est-ce que c'est de l'effet de levier? Est-ce que finalement, s'ils ont mis 10 000 euros ou 20 000 euros d'apport, que ça se transforme en 200 000 euros, il y a quand même un beau coefficient multiplicateur. Mhm. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a derrière cette rentabilité? Est-ce que c'est un immeuble qui est patrimonial? Est-ce que c'est un immeuble qui est en zone rurale? Est-ce que l'immobilier est censé prendre la valeur? Est-ce qu'il est porté par une ville dynamique? Il faut regarder tous ces paramètres-là. Mhm. Et c'est vrai que c'est un peu l'idée du podcast, c'est d'aller un petit peu plus loin que des sujets où on reste justement en surface, on regarde la rentabilité. Et sur le papier, évidemment, tout le monde veut de l'hyper-rentabilité, veut de la durabilité. Et donc, il faut prendre en compte l'ensemble des éléments pour avoir l'analyse la plus approfondie euh, possible. Et c'est ce qu'on va essayer en tout cas de vous Mhm. donner aujourd'hui dans ce podcast pour que vous puissiez faire les bons choix en fonction de chaque situation, parce que C'est ça. il y a l'âge et puis il y a les profils. Voilà, on va essayer de prendre peut-être quelques exemples justement dans le Oui, podcast, si tu veux carrément. bien, Avec plaisir. sur différents profils pour voir un petit peu les stratégies. Alors évidemment, à chaque fois, c'est de Mhm. l'individuel, mais dans les grandes lignes, peut-être vous donner quelques pistes de réflexion. Oui, souvent de fois, ce qu'il faut voir déjà, c'est où on en est dans sa vie. Est-ce qu'on a du patrimoine ou pas? Est-ce qu'on prend des risques ou pas? Parce que quand on crée une entreprise, évidemment qu'on prend des risques. Donc il va falloir créer une sorte comment dire, de contrebalance, hein. On maîtrise le risque en fait, hein. La gestion de patrimoine, c'est la maîtrise du risque en réalité. Mhm. Et souvent,
je dirais que la problématique, c'est pour beaucoup, c'est de comprendre ce qu'est le rendement. Ouais. Si on revient à ce que tu disais, effectivement, la majorité des temps, des gens, par exemple, vont regarder un rendement, disent, bah voilà, moi en bourse, c'est 7% annuel, et donc il sort d'où ce chiffre? Mmh. Il sort des 9 ou 10 dernières années, si on regarde les États-Unis ou même en Europe. Mais par contre, il ne va pas tenir compte des cycles où on va perdre 40 ou 50%. Ouais. Et donc, on part d'un rendement à 7%, et à côté de ça, on va avoir de l'immobilier à 7%. Donc, on prend deux situations, donc là, on ne parle même pas des investisseurs, deux situations qui sont identiques. On se dit 7% d'un côté avec l'immobilier, Mmh. sauf que l'investisseur, il n'a rien, il n'a pas de patrimoine, donc il a 10 000 euros en banque, ce qui est déjà pas mal. Euh, et donc, avec 10%, avec 10 000 euros, il va placer ça à 7%. Il ne va pas avoir un patrimoine énorme 10 ans Bien plus sûr, tard. il y a pas de levier. Et pas pourquoi? Parce que la fiscalité, plus l'inflation, plus les risques qu'il prend, parce que ce n'est pas garanti qu'il ait 7% En annuel en plus. bourse. De l'autre côté, on a 7% en immobilier. Mais il a eu la bonne idée d'être en SCLIS, Mmh. d'optimiser. Il a eu la bonne idée de ne pas apporter du tout de cash. Donc, en fait, il se retrouve avec un effet de levier maximum. Mmh. Et en fait, son taux de rendement interne, c'est le mot, hein, je suis désolé de faire Oui. des... Oui, Voilà. oui, oui, non, mais c'est bien, on est, Le taux de rendement interne, précis. en fait, il va être à infini. C'est-à-dire qu'en fait, il n'aura pas mis 1 euro dans la machine, et il va tout de suite avoir du cash flow. Alors, évidemment, ce ne sera pas 10 000 euros par mois, etc., comme on peut l'entendre souvent. Mmh. Mais en tout cas, ça va s'équilibrer, et il n'aura jamais mis 1 euro. Et c'est à peu près à 7%, ça va Flat. être flat. Mmh. Et ça veut dire que, quelque part, il va se retrouver, s'il a l'effet de levier maximum sur un montant de 300 000 euros, avec 300 000 euros dans 20 ans. Donc, on est bien loin de la première situation. Donc, le taux de rendement interne à 7% sur le financier, il va se retrouver à 2, Mmh. voilà, par an. Et sur l'immobilier, on va dépasser les 35, c'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas le calculer, parce que c'est comme si on mettait de l'argent dans un livret A Oui. et qu'à la fin, on avait 300 000 euros. Le problème, c'est qu'on a mis zéro. Donc, le taux de rendement interne, Et oui. il est infini. Et donc, c'est ces décalages-là qui, quand ils ne sont pas expliqués, peuvent conduire des investisseurs à prendre les mauvaises décisions. Ils vont dire 7% de l'immobilier, je m'embête avec Mmh. les locataires, etc. Là, c'est facile, je mets, et puis ça va monter de manière constante. Donc, c'est vraiment là où je Oui. pense, comme tu dis, que déjà, c'est lié à la personne. Tout le monde n'est pas fait pour faire de l'immobilier, mais c'est lié aussi aux objectifs. Quelqu'un qui gagne très bien sa vie peut s'en sortir Mmh. sans avoir de l'immobilier, bien évidemment. Tout à fait. Voilà, il faut être conscient de la réalité de chaque investissement, de chaque actif. Mais c'est vrai que en France, on a une chance quand même incroyable, malgré tout ce qu'on peut dire. C'est cet effet de levier quand même unique dans le monde, où on peut arriver à lever comme ça de la dette assez facilement, avec assez peu d'apport. Actuellement, Mm. les banques demandent 10% à peu près d'apport. Il faut bien sûr avoir un peu d'épargne de précaution, mais on peut voilà, transformer 10 000 euros en 200 000 euros, en Mm. 150 000 euros à terme. Et effectivement, on capitalise comme ça chaque mois. Donc ça, c'est la période de phase constitution de C'est capital ça. Mm. qui me plaît beaucoup, évidemment. Et après, moi, j'arrive dans une phase intermédiaire où on va sécuriser un petit peu plus, penser effectivement à la succession et à la transmission. Et donc ça arrive au fur et à mesure en fonction de chaque situation, en fonction de chaque profil. Mais c'est vrai que je pense qu'en France, la plupart des investisseurs ne se rendent pas compte des leviers qui peuvent, de la puissance de l'effet de levier et des sommes qu'ils peuvent emprunter. Parce qu'on parle souvent du taux d'endettement à 35% bloqué par le HCSF. Évidemment, si ce taux était appliqué et respecté, tous les investisseurs s'arrêteraient au premier, au deuxième, allez, éventuellement au troisième Mm. investissement. Mais grâce aux connaissances, à l'expérience, à des stratégies, bien évidemment, on peut arriver à casser ce plafond Mm. qui est imposé par le système bancaire, malgré nous, et qui essaye de nous bloquer, de nous freiner. On peut arriver, bien sûr, à des phases supérieures.
Et j'ai lu un article justement hier très intéressant. D'ailleurs, je peux le citer, c'est sur le blog Patrimoine. Je trouve que c'est Très bon, ouais. un très bon site justement avec Un des autre articles. Guillaume d'ailleurs. Un autre Guillaume, lui Ouais, s'appelle Guillaume aussi. ouais. Et donc lui continue à publier des articles super intéressants. Mm. Et justement, il parlait justement de l'inflation, la relation de l'inflation avec le taux de crédit. Oui. Et actuellement, les investisseurs pensent que le taux de crédit est un peu trop élevé. Alors déjà, ceux qui pensent ça, je pense qu'ils sont un petit peu à côté de l'essentiel qui est l'effet de levier, puisque les intérêts et le capital est remboursé par les loyers. Et lui, donc, il mettait en rapport finalement les taux de crédit qui sont actuellement à 3,5% avec Mm. l'inflation qui est de 3%. Et donc, si on enlève effectivement ce taux d'inflation du taux de crédit, on se retrouve en réalité avec un coût de crédit à moins de 1%. Mm. Et donc, on se rend compte en fait de l'importance de la connaissance des données financières pour prendre les bonnes décisions et comprendre un petit peu tous les mécanismes qui s'offrent à nous. Ils sont devant nous, ils s'offrent à nous. Et malgré ce qu'on peut dire, moi je trouve que la France, si on prend les bonnes décisions, moi je veux dire, j'ai pas payé d'impôts depuis 15 ans, on a des leviers fiscaux, on a Mm. beaucoup de solutions. Alors elles sont peut-être un peu complexes à comprendre au début, Mm. mais on a, quand on est bien accompagné, tout un tas de solutions qui s'offrent à nous. Oui, la fiscalité, mine de rien, c'est un serpent de mer. Je dirais que la plupart des gens qui font de l'immobilier de manière un peu plus, je dirais, agressive, en tout cas un peu plus dans le sens de la création d'entreprise, hein, en fait, hein. On n'est plus dans de l'immobilier, j'ai un petit logement, etc. En fait, on oublie ce côté fiscalité parce qu'au final, on peut optimiser. L'optimisation, il ne s'agit pas de payer moins d'impôts, parce qu'en réalité, on va payer pas loin de la même chose. Sauf qu'on va le payer à des moments différents. Et donc, je rencontre beaucoup d'investisseurs, enfin, ou même de personnes de tous les jours, hein, qui me disent, j'investis pas dans l'immobilier parce que c'est trop taxé. En réalité, si on fait bien les choses, on ne sera taxé qu'au moment où on revend. Et donc la taxation, c'est souvent un serpent de mer. C'est qu'en fait, c'est ce que j'appelle le fléchage fiscal, par exemple, c'est que plus on va avoir quelque chose de rentable, plus on va être taxé. Mais on aura aussi la possibilité, via les SCI, les holdings, etc., d'être taxé plus tard. C'est-à-dire qu'en Mhm. fait, on va être taxé quoi qu'il arrive, mais on sera taxé peut-être un peu moins, parce qu'on pourra choisir le moment où on est taxé, dans la SCI par exemple, Ouais. et on peut aussi décaler. Et la plus grosse difficulté, c'est de comprendre que si on paye pas d'impôts pendant des années, c'est qu'à la fin, on va prendre une cartouche, comme on dit, Mhm. c'est-à-dire qu'on va payer pas mal d'impôts, mais on l'aura payé au moment où on a l'argent dans la poche. Et comme on s'est bien débrouillé, c'est-à-dire qu'on n'a pas payé pendant toutes ces années. Bien sûr, Voilà. Et à la fin, si on donne un tiers, c'est pas grave. De toute façon, bien sûr, on a rien mis de notre poche. exactement. Quelqu'un qui va acheter un appartement et qui a des revenus importants, il va payer toute sa vie et à la fin, il sera exonéré. Donc, c'est juste le moment où on va choisir d'être taxé qui va faire la différence parce que honnêtement, le plus dur, c'est le démarrage. Quand on n'a pas de C'est bien vrai. immobilier, on doit faire de l'emprunt, on n'a pas de cash, etc. Et c'est ça le plus dur. Donc si on peut décaler ça à plus tard, c'est idéal. Donc voilà, c'est vrai que le fléchage fiscal, c'est bien comprendre qu'il faut aller là où c'est le plus taxé. Parce que Mhm. là où c'est moins taxé, où il y a des avantages fiscaux, c'est là où personne ne veut aller normalement. Et donc Oui, tout à ça, fait. ça décale en fait notre vision des choses et ça obstrue en fait les possibilités. Moi, j'ai une question, juste pour terminer, Ouais. j'ai une question d'un client qui m'a dit quels sont les placements les moins fiscalisés. Et oui, c'est l'obsession de la fiscalité, hein. Eh oui, et donc non, ce qu'il faut comprendre, c'est comment je peux avoir le maximum de rendement avec le minimum de risque. Ça, c'est hyper important, c'est Mm. réduire le risque. Et t'en parlais tout à l'heure, le risque, c'est vraiment central. Quelqu'un qui est, et je pense que c'est le cas de tous les investisseurs qu'on peut croiser qui commencent à avoir un beau patrimoine. Si on a tout mis dans l'immobilier et qu'il y a un problème de réglementation ou un problème de locataire ou je ne sais, ça s'est passé par exemple en 2020, hein, donc c'est pas il y a si Mm. longtemps. Tout à fait. Si on maîtrise pas ce risque
de taille, hein, en fait, de prise de risque, bah, en fait, on passe à côté de quelque chose. Voilà. Et dans les mêmes questions, j'ai reçu aussi, j'ai vu passer, parce qu'avec Projet Locatif, on voit quand même passer pas mal de dossiers d'investisseurs qui ont réalisé des opérations en négatif, donc en cash flow négatif, on appelle ça en déficit, tout simplement. Souvent, c'est des programmes de défiscalisation avec justement à la clé une prime fiscale. Mm. Donc souvent, c'était du Pinel, des choses comme ça. Et effectivement, pour économiser 2 000, 3 000 euros d'impôts, certains clients ont été prêts à avoir finalement des déficits sur leur projet de 3, 4, 5 000 euros. C'est incroyable. C'est là où on Mm. voit à quel point en France on a peur de la fiscalité et on est prêt à perdre de l'argent pour avoir une économie d'impôts. Moi, je Mm. trouve ça complètement fou, complètement à l'envers de ce qu'il faut faire. Il vaut mieux garder son impôt, payer 3, 4 000 euros, c'est très bien. Ça montre que vous gagnez de l'argent. J'allais dire au niveau bancaire, c'est très bien considéré quand on paye des impôts. Et à côté de ça, faire un projet d'investissement, même si un petit cash flow positif de 2 000, 3 000 euros qui va vous générer un petit peu de trésorerie pour payer justement cette fiscalité qui sera présente. Mais on se rend compte que c'est vrai qu'en France, il y a une obsession sur la fiscalité, alors que bon, il n'y a pas de raison d'en avoir peur et les solutions existent. Mm. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, oui, tu voulais rebondir dessus? Oui, là-dessus, ce qui est assez étonnant, c'est de voir la première réaction quand les investisseurs ont décidé de, allez, je vais dans l'immobilier, la banque est d'accord, je pense avoir trouvé le bien. Et le premier réflexe, c'est j'ai un bien où il y a plein de travaux. Ouais, Et c'est vrai que c'est le réflexe légitime, parce on a conscience, on se dit, bah, tiens, en faisant des travaux, je vais pouvoir défiscaliser. Et ce que je leur dis, c'est, écoutez, bah, sur une SCI LIS, il n'y a aucun intérêt à défiscaliser puisqu'on est très peu fiscalisé. oui. Et donc, plus le projet sera à même de démarrer le plus vite possible, si on a un peu de déco, etc., quelques touches, un peu de peinture, une petite cuisine à améliorer, eh ben, c'est l'idéal. Et donc, dans l'inconscient collectif, en tout cas des primo-investisseurs, c'est souvent, il faut que je fasse un projet où il y a tout à refaire Ouais. parce que comme ça, je pars sur une base saine. Non, c'est parce que premièrement, on maîtrise pas totalement je dirais le montant des travaux. Mhm, bien Ça peut sûr. glisser, on peut trouver des choses à faire. Il peut y avoir des problèmes au niveau des entrepreneurs, ça c'est pas exclu. Souvent. Voilà, souvent, il faut l'intégrer aussi. Et plus les travaux seront importants, plus on prend un risque. Donc là, on revient toujours sur cette notion de réduire le risque. Un bien, on achète, on met en location, on fait venir dès qu'il y a un locataire qui s'en va, on fait un petit coup de peinture, on met un peu de couleur, une belle cuisine, et cetera. On remet au goût du jour et c'est fini. Et en fait, ça veut dire qu'on passe au suivant aussi. Donc ça veut dire que ça Oui, ça raccourcit, les bien sûr. délais. Ça veut dire aussi qu'il y a moins de risques, de perte de cash flow, et cetera. Et ça veut dire que, bah, le banquier, lui, derrière, il voit que le projet Projet tourne, il roule. voit les revenus. Si on part sur un projet où il y a tout à refaire, ça va prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, on n'en sait rien. Tout à fait. Et le fameux facteur que j'aime bien rappeler, l'indice de tranquillité. Oui, bien sûr. Voilà. Très important. Donc voilà, plus on va avoir quelque chose de facile, tranquille, même si c'est moins rentable, c'est pas grave. Ah ben, en fait, ça veut dire qu'on va pouvoir les accumuler. Donc la question, c'est est-ce Oui. que je pars sur un projet, 3 projets à 300 000 à 400 000 euros, à 7 ou 8% de rendement et le cash flow est neutre ou légèrement positif et ça coule. Et donc là, on grossit le patrimoine. Ou est-ce que je vais faire des projets, un seul, mais où il y a tout à faire, je vais prendre toute mon énergie, toutes mes soirées pendant 1 an ou 6 mois, Mm. avec des risques supplémentaires pour avoir du 10? Bah, en fait, la réponse, elle est Oui, toute c'est simple. évident. Voilà, C'est évident. Tout à fait d'accord. Il faut commencer par des projets les plus simples possibles c'est ça. et avoir le moins de paramètres parce que plus Mmh. on réduit finalement son champ des possibles, plus il va être compliqué de passer à l'action, hein. Vous cherchez un immeuble dans une grande agglomération avec beaucoup de travaux, je veux faire du meublé, donc je veux que ce soit dans une zone étudiante, etc. Plus vous avez de paramètres, plus ça va être difficile finalement de passer à l'action. Mmh.
Et effectivement, le paramètre travaux, tranquillité, gestion des risques euh, fait partie des paramètres à prendre en compte dans votre calcul de rentabilité. Ok, je suis prêt à faire des travaux, mais par contre, il faut que la rentabilité soit au rendez-vous. Ah oui. Il vaut mieux faire un investissement passif à 7%, tout est déjà loué, on a juste à signer et on va pouvoir enchaîner un Mm. projet dans les 6 prochains mois, plutôt qu'un projet qui va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Au bout de 2 ans, il va falloir peut-être voilà, regarder un petit peu si on a dépassé le budget travaux, voilà, étudier un Mm. nouveau projet. Et pendant ce temps, peut-être que vous auriez pu acheter 2, 3 autres immeubles. Donc, je suis d'accord. Et sur la partie travaux, il faut faire attention. Il y a toujours, de toute manière, des difficultés sur Mm. cette partie-là. Les délais sont toujours un petit peu plus longs. Il y a toujours des petits dépassements. Il faut faire attention. Faut l'intégrer, en fait, tout simplement. Voilà, tout à fait. Mais je rejoins bien ton idée d'accumulation de capital. Donc, dans Mm. cette phase-là, on va dire qu'il va concerner finalement la première phase de vie. La plus difficile, en fait, hein, Et tout oui, simplement. tout à Eh fait. oui, parce que moralement, c'est vrai que tout le monde n'est pas capable aujourd'hui de se dire, tiens, j'ai 500 000 euros de dette et un actif qui vaut un petit peu moins au départ, forcément. Ouais. Et c'est difficile. C'est-à-dire Oui, qu'il y a un paramètre qui est assez étonnant, c'est que en fait, pour, euh, pour le premier locatif, souvent ce que j'ai remarqué, c'est que quelqu'un qui avait une maison à 400 000 euros euh, était capable d'aller jusqu'à un premier locatif à 200 000 euros. Donc, d'accord. c'est-à-dire évidemment, d'avoir une résidence principale à 400 000 euros, ça part de zéro, donc le risque, il est maximum. Mm. Si on perd son boulot, on perd la maison. Et donc, la perception du risque pour du Oui, locatif, alors que tout est payé par le locataire, si on ouais, fait les choses bien, en fait, ils divisaient par deux la valeur de leur résidence principale. oui, pour Donc, être rassuré. voilà. Mais après, une fois que cette première étape est franchie, qui voit comment ça se passe, et c'est pour ça que je te rejoins là-dessus, il faut vraiment partir sur un projet simple, efficace et le plus neutre possible. C'est vraiment la base, parce que si on est dégoûté dès le premier locatif, ça ira pas bien loin. Mais oui, Mm. tout à fait. Et justement, c'est que alors, ce qui est difficile, c'est des sommes qui sont importantes à Ouais. emprunter. Mais l'avantage de l'immobilier, c'est qu'il n'y a pas de fluctuations comme en bourse, encore pire comme avec la crypto-monnaie. Oui. Il peut y avoir des petites fluctuations de prix, mais à partir du moment où on ne revend pas, finalement, on n'est pas impacté. Et ce que j'ai pu constater, c'est que dans les phases où les prix de l'immobilier avaient tendance à baisser, Mm. finalement, c'est qu'il y avait moins de demandes finalement d'acheteurs, et donc il y avait une demande locative finalement Tout à plus fait. forte Ah bah et une augmentation des loyers. ça s'est vu dans 2020, dès qu'il y a eu la crise du Covid et juste après d'ailleurs, une fois que tout s'est ouvert, les gens ont commencé à se dire, bon, peut-être pas une bonne idée d'acheter dans l'immobilier, on va d'abord rester locataire. Et donc il y a une tension, en tout cas dans le Maine-et-Loire où j'étais à l'époque, Oui. Mm. il y a une tension locative incroyable. Et ce qu'on a vu, c'est que les locataires en place ne bougeaient plus Mm. et que les locataires qui voulaient bouger ne trouvaient plus rien. Tout à fait. Et on a trouvé des situations de tension incroyables, en particulier dans les grandes villes, qui a fait que enfin, on pouvait augmenter les prix de 25% sans avoir de différence en nombre d'appels, etc. Ce Incroyable. qui est évidemment, l'idée, c'est de ne pas trop augmenter parce qu'après, ça augmente le turnover. Mais c'est là où je pense, important euh, de bien se concentrer, enfin de bien comprendre tous ces éléments et surtout de bien maîtriser son risque. Parce que jusqu'à maintenant, on a parlé d'emprunter de l'argent, Mm. euh, de faire un effet de levier, mais pour gérer le risque, c'est comment on fait si demain on se retrouve dans une crise du Covid, une crise géopolitique, une crise financière. Tout à Euh, fait. Comment on met de l'argent de côté, comment cet argent peut être sécurisé. Et c'est là où finalement la deuxième phase, là où tu te trouves toi aujourd'hui et Mm. là où beaucoup d'investisseurs se retrouvent, c'est comment je fais pour avoir un capital en cas de coup dur. Oui, sécurisé, qui pourra passer un Exactement. petit peu toutes les étapes finalement économiques qu'on peut C'est rencontrer. ça. Demain, on va prendre un exemple. L'idée, c'est bien d'anticiper les risques et donc on est obligé de regarder tous les risques. Un des Oui. risques les plus forts, c'est le risque de conflit géopolitique, hein. On appelle Mm. ça une guerre. C'est évidemment, euh, comment dire,
pas être conscient de l'histoire, de se dire: «On est dans un monde moderne, ça peut pas arriver». Pourquoi? Parce qu'en 1918, on était dans un monde moderne. En Mmh. 1945 ou même 1940, on était dans un monde moderne, on a toujours été dans un monde moderne. Et C'est sûr. donc l'histoire nous rappelle qu'il y a des fois, il y a des éléments qui sont peu probables, mais qui, si ils arrivent, vont, vont être très impactants. C'est ce risque-là qu'il faut gérer. Les risques peu impactants qui sont très probables, par exemple, un locataire qui ne paye pas un loyer, voilà, bah, c'est pas un loyer en moins, c'est 500 euros. Si on a une trésorerie, il n'y a pas de souci. Si demain, il y a un conflit géopolitique ou une crise financière grave, que l'euro se dévalue et que les locataires ne peuvent plus payer, là, on est sur un niveau de risque qui est peu probable, évidemment, mais s'il arrive, il Ouais. faut pouvoir s'en protéger. Et donc après, je ne sais pas, toi, personnellement, comment tu vois les choses, mais l'idée, c'est d'aller sur des choses qui vont passer l'épreuve du temps. Et Tout à fait. malheureusement, il n'y en a pas des tonnes. Et on revient sur ces fameux actifs tangibles qui est l'or, l'argent physique, les forêts. L'immobilier est un actif, mais si on a un crédit dessus, il faut quand même être en capacité de le rembourser. Mmh. Donc une fois que c'est payé, c'est un actif tangible. D'accord. Voilà. En tout cas, OK. c'est la vision. Après, je ne sais pas comment tu vois les choses et comment tes clients voient les choses. Ouais, tout à Est-ce que fait. c'est quelque chose qu'on oublie la plupart du temps ou pas? Moi, je pense que, effectivement, vu, le contexte actuel, c'est de plus en plus, intéressant de se pencher sur le sujet et d'anticiper, les éventualités même les plus extrêmes. Moi, je pars du principe que l'immobilier, effectivement, bon, déjà, c'est tangible, donc c'est là, c'est physique, on peut le Mmh. toucher, bon, c'est déjà un premier point positif. Le deuxième, c'est que ça fait partie, des besoins fondamentaux, donc se nourrir, se loger, on aura toujours besoin de logement, donc même en temps de guerre, ben, on aura besoin de se loger. Et après effectivement, heu, il faut penser un peu à tout le reste, c'est-à-dire, beh, les actifs, financiers, essayer de sécuriser aussi dans la pire des situations, pouvoir arriver à se débrouiller, avoir, une monnaie d'échange, voilà. Alors c'est un peu dramatique de penser à ça et d'en arriver là, mais voilà, des fondamentaux qu'on a oubliés aujourd'hui, où on vit dans un monde, du tout numérique, peut-être qu'on arrive à la fin d'un cycle aussi. On voit bien que les populations sont un petit peu, saturées en overdose de de surconfort et donc on a créé un petit peu, une population de personnes qui sont un petit peu fragiles et donc Mmh. effectivement un peu moins, équipées pour être confrontées à des situations difficiles et donc on arrive peut-être à la fin de ce cycle-là, Mmh. voilà, dans les situations les plus extrêmes. Moi, j'ai pris rendez-vous, à ma banque pour anticiper justement, alors, par rapport à la loi Sapin 2 et cetera qui protège un certain montant de capital, on se rend compte qu'il est très bas. Très, très bas et en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans cette situation, c'est que quand on a des situations exceptionnelles, on a un État qui crée des lois exceptionnelles, Et oui, d'exception, on va dire voilà, c'est un peu ça l'idée. Hem Et donc une dévaluation de l'euro est absolument pas exclue. Donc quelqu'un qui a 100 000 € en banque, s'il y a une crise mmh, demain matin, ses comptes peuvent être bloqués, tout simplement parce que c'est un compte en banque, c'est une dette de la banque envers nous. exactement. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on risque de ne pas être en capacité d'utiliser ce capital à sa valeur, s'il est bloqué, mais après, il y a une phase d'inflation qui arrive. Et Mmh, l'inflation, c'est quoi? Je détruis la valeur de la monnaie parce que je suis en guerre. Par exemple, un pays qui rentre en guerre, plus personne ne veut d'euros. Si l'Allemagne ou la France rentrent en guerre, et donc ils voudront quoi à la place? Ils voudront de l'or. ouais, Et les banques centrales achètent de l'or pour cette raison bien précise. Et donc, 100 000 euros, c'est comme 100 000 anciens francs ou 100 000 francs des années 60. C'est une valeur temporaire. Si demain il y a une guerre, on sait très bien que la dévaluation va être massive, de 50% annuel, voire plus. Et donc, ça résistera pas. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut bien comprendre, euh,
que tout ce qui est financier peut être en état de choc. Mmh. Je me rappelle une histoire d'un client, en fait. Sa grand-mère, un jour, lui a dit ce qu'elle a vécu pendant la guerre. Elle a dit, tu sais, avant la guerre, mon père avait de quoi acheter un quartier entier de Bordeaux. Ah oui, En cash il avait du cash, des actions et il avait très peu d'immobilier et juste une maison, hein. Et il d'accord. dit à la fin de la guerre, avec ce que j'avais, je pouvais acheter un manteau. Waouh, Donc en fait, ils avaient été rincés, c'est incroyable. et c'est le terme en fait, parce que les actions avaient perdu 90% de leur valeur, que en plus d'avoir perdu 90% de leur valeur, le franc à l'époque avait aussi perdu Waouh, 90% de sa valeur. d'accord. Donc en fait, ils se sont retrouvés avec un capital inexploitable. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre la différence entre le papier, tout ce qui est financier est un papier, une action c'est un actif tangible, mais sous forme papier. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, si plus personne n'en veut de ce papier, ok, il est tangible, mais ça sert plus à rien. Mmh. Et à côté de ça, en fait, forcément, on a les vieux réflexes, dont je fais partie, Mmh. de faire ce que nos grands-parents auraient fait. Qu'est-ce D'accord. qu'ils auraient fait dans un monde d'inflation qu'ils ont connu pendant la guerre, après-guerre? Qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont acheté de la terre, de l'immobilier, D'accord. des métaux précieux. Donc c'est vraiment ça, en fait. L'idée, c'est d'anticiper cette phase-là, parce que si elle arrive pas, tant mieux. Oui, oui, bien sûr, Mais bien si sûr. elle arrive, en fait, l'idée, c'est que tout ce qu'on perd sur le financier, et il faut en avoir, c'est une bonne source de Oui, diversification, est compensé par les actifs tangibles. tout à fait. Voilà. Très bien. Et si on n'a pas cette balance, si on n'a que du cash et de l'immobilier, par exemple, il nous manque un truc. Oui, Si l'immobilier n'est pas payé, ça veut dire que c'est la banque qui est propriétaire encore. Donc là, voilà. Et plus on est dans cette situation, plus il faut rééquilibrer la machine entre, d'un côté, les actifs tangibles oui. et un peu de financier, et de l'autre côté, ce qui génère le patrimoine, c'est-à-dire l'immobilier, l'entreprise, etc. Très, très bonne explication. Même moi, j'y vois plus clair et c'est vrai que là, on constaté effectivement une augmentation du prix de la valeur de l'or. Je pense que Oui, c'est principalement dû aussi au contexte, géopolitique, économique. On a parlé d'inflation ces dernières années, mais comme tu l'as bien expliqué, c'est une inflation qui est due, en fait, en partie avec la dévaluation de notre monnaie. C'est pour ça que oui. tout nous coûte plus cher, mais c'est pas les prix qui augmentent, c'est notre monnaie qui se dévalue. Exactement. Et il faut bien comprendre que la hausse des prix, c'est la baisse de la valeur de la monnaie. Et ça, c'est Et, au et début, c'est donc, pas évident à c'est très comprendre. difficile à comprendre. Et pourtant, l'inflation, c'est ce qu'on apprend en première année en économie, etc. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Mais en fait, on a complètement oublié ce fait. Nos grands-parents l'avaient en tête. Pourquoi? Parce que ma grand-mère m'expliquait il y a quelques années, c'est en 2018, je crois, elle me disait, tu sais, nous, on avait une jarre avec des billets alors à l'époque, c'était des grands billets, etc. On a une jarre avec le cash pour tous les D'accord, jours. Donc, c'est pour les courses, acheter des lapins au marché ou acheter de la nourriture, etc. Le deuxième jarre, c'était des pièces d'argent. Et ça, c'était pour le petit matériel agricole. Et d'accord. les pièces d'or étaient pour acheter les terres. Ah oui, mais c'est Évidemment, on bien mixait un organisé. peu les deux, mais voilà. Et ces choses n'étaient pas aux mêmes endroits. C'est-à-dire que tout ce qui était le cash, Mmh. ils ne le mettaient pas en banque. Et je me suis dit, moi, je suis né dans les années 70, me dire, attends, ma grand-mère n'avait pas de banque, leurs parents n'avaient pas de banque. Les premiers prêts, comme tu disais en introduction, pour l'immobilier, pour acheter des terres, étaient dans les années 60. Et le Crédit Agricole, par exemple, à Barbezieux, là où je viens, en Charente, ils avaient une toute petite salle avec un bureau, une chaise pour le client, Incroyable. voilà. Et ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que les banques, le système bancaire n'était pas de la taille qu'il est aujourd'hui. Et donc, c'est là où ça a commencé. Avant, on n'avait pas de banque. Tout simplement, il n'y avait que les gens riches ou qui avaient besoin de faire du négoce qui avaient des banques. Donc, si on revient à ça, effectivement, il faut bien comprendre que le rendement qu'on nous donne vient compenser une perte de valeur de la monnaie. Quelqu'un qui nous dit, voilà, je vous fais un placement à 5%, il vient, en gros, on met notre argent dans un truc
qui est souvent du papier, Mm. sans valeur, euh, pas de tangible, Mm. et on vient nous rajouter 2, 3, 5% pour compenser la perte de valeur et le risque qu'on comprend sur ce papier. L'or n'a pas besoin de ce rendement, parce qu'elle se suffit à elle-même. Le papier se dévalue. Mm. Vous ouvrez, par exemple, ça arrive des fois d'ouvrir des coffres dans des successions avec le notaire qui devant la famille, ouvre le coffre. Qu'est-ce qu'il trouve dans le coffre? Souvent, il va trouver des lingots, des pièces d'argent, des 5 francs semeuses, souvent de fois, des Napoléons, etc. Et à côté, on va souvent trouver des francs, des anciens francs qui n'ont pas été... Oui, voilà. Et donc là, on échanger. se retrouve avec un tas de papier qui va intéresser que les Et oui, collectionneurs. bien sûr. Et donc, c'est Plus de valeur. c'est valable même pour les États-Unis qui gardent leurs billets sur des générations entières. Euh, on voit que cette inflation pour moi, c'est le point central Ouais, parce que ça veut dire aussi que si l'inflation va manger les placements financiers, il va aussi valoriser l'immobilier. Il va exactement. Tout à fait. valoriser l'or. Et donc, c'est pas l'or qui monte, comme tu le répètes, enfin, Oui, comme tu le dis, oui, c'est la monnaie qui se détruit. Et plus l'or monte vite, plus cette monnaie oui. montre sa faiblesse. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, le dollar est attaqué. Il est attaqué en particulier par la Chine. L'euro, évidemment, est trop fort. Enfin, Mhm. il est extrêmement fort. Donc aujourd'hui, il faut profiter pour voyager, etc. Parce qu'on a un euro qui est extrêmement fort. Le jour où il y a un choc, quel qu'il soit, en fait, on peut avoir ce qu'on a vécu au Liban, en Turquie, en Russie dans certaines périodes, Venezuela, Argentine, etc. La monnaie n'a pas de valeur. C'est un billet de Monopoly. Et donc, à un moment donné, si on ne l'utilise pas, ben, c'est comme une batterie, elle se vide et il n'y a plus rien. Donc ça, voilà, je ne sais pas Ouais, ouais, si c'est c'est c'est- c'est bien très clair. expliqué. C'est non, non, au contraire, elle a de la valeur quand la confiance qu'on lui donne, en fait. Exactement. Sinon, c'est un bout de papier, en fait. Et plus il y a une Oui, perte de confiance, plus elle perd sa valeur, et ouais, plus le tangible, ce qui reste concret et cohérent, suit finalement la valeur de l'inflation. exactement. Moi, je suis en train de préparer un livre sur l'or, justement, et je me suis pas rendu compte, tant que j'ai pas commencé, donc il y a à peu près 6 mois, 8 mois que j'ai commencé à écrire, je me suis pas rendu compte à l'époque à quel point l'or était central. Euh, L'or, en fait, c'est la monnaie depuis 5000 ans. Mm. C'est les banques centrales, il y a toute une histoire en fait derrière les assignats de la Révolution française. Si on revient un peu en arrière, on a des périodes aussi où on avait John Law par exemple qui met un système de billets avec la Compagnie des Indes, etc. Et donc ça a été une catastrophe. Et en fait, à chaque fois, on rétablit l'or comme monnaie, comme étalon Étalon, or. Voilà, étalon, et l'étalon oui, or. bien sûr. Avec Napoléon qui a fait le rétablissement, il a dit c'est le bazar au niveau de la monnaie, plus personne n'a confiance. Pour rétablir la confiance, on revient avec des pièces d'or. Ça, c'est fini depuis pas mal d'années, depuis les années 30. Après, il y a eu l'accord de Bretton Woods. Mais en fait, si on regarde l'histoire monétaire, on se rend compte que on est depuis très longtemps dans un système qui est complètement déséquilibré. Les gens impriment du dollar, nous en Europe, on imprime des euros, Mm, mm, mais qui n'ont pas de valeur euh, bien sûr. de référence. Et c'est là, en fait, quand on comprend l'or, on comprend l'immobilier, on comprend la monnaie, et on voit il y a une complémentarité incroyable entre l'or, les actifs tangibles d'une manière générale, et l'immobilier. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait un bon équilibre, de manière très simplifiée, hein, de l'or, Mm, pour garder le capital, oui, de pour l'immobilier conserver. pour créer de la production, donc le Oui. capital productif. Et en fait, avec ça, il n'y a pas besoin de placement financier. Il n'y en a plus besoin. Ouais. Et c'est pour ça On est sécurisé. que, voilà, on est sur une illusion qu'on va avoir du 5 ou du 7% de rendement. Mais si on ne compte pas la fiscalité, ni le risque, ni l'inflation, évidemment, on peut très bien faire signer ce qu'on veut, mais ça reste du papier. Voilà. Et je trouve que dans l'exemple des grands-parents qui avaient leurs trois pots, en fait, ça illustre bien, en fait, on a besoin d'un peu de liquidité pour le quotidien, Oui. pour payer nos charges, Mm. un peu d'épargne de précaution en cas de coup dur pour Court terme, moyen terme, ouais. Mm. voilà, moyen terme,
et puis après quelque chose qui va nous sécuriser et préserver la valeur dans le temps et conserver finalement le capital qu'on a réussi à épargner et à Mmh. constituer durant toutes ces années. Ça serait vraiment dommage d'avoir réussi à constituer un Mmh. capital financier qui va se dévaluer avec l'inflation, mais avec les différentes périodes et éventuelles crises géopolitiques qu'on va traverser. Donc aujourd'hui, encore plus que jamais, je pense qu'il faut avoir, du coup, comme tu le dis, une partie en or. Est-ce que quelle partie du patrimoine ça doit représenter à peu près pour toi? La partie or, bon, la partie immobilier, évidemment, ça va être productif, donc ça, c'est en fonction des crédits. Alors, Mais sur la proportion, il y a beaucoup de croyances, en fait. Souvent, c'est des croyances qui sont, abstraites. Par exemple, le nombre de évidemment dans le monde de la gestion de patrimoine, on parle de, 50 immobilier, 50 financier. Sauf que ça a pas de sens. mm, Ça, c'est une vue de l'esprit. L'idée, c'est que le capital productif, c'est ce qui sera la base de la création de notre patrimoine, mhm, donc il doit être central. Et donc si on fait, comme la nature, c'est-à-dire qu'on va utiliser le nombre d'or, par exemple. Le nombre d'or, c'est la proportion. Une main, c'est pas 50-50. On voit que cette partie-là va faire le nombre d'or, etc. Donc, le nombre d'or, c'est utilisé dans la musique, dans l'architecture, quelque chose de beau, qui sonne bien. Et en fait, l'idée, c'est d'utiliser ce nombre d'or dans le patrimoine. Tout ce qui est le plus productif, qui va générer ce patrimoine, il doit être mis en avant. Donc, c'est dans les 60-62% de son patrimoine. Ensuite, on a le capital durable. Et ça, c'est la base, c'est un peu comme la quille d'un bateau. C'est que en fait, ça sert à rien, la quille d'un bateau. Ça sert juste à stabiliser son patrimoine. Si on l'enlève et qu'on a trop de voiles mm, et qu'il y a trop de vent, ben en fait, le bateau, il tombe. Donc en fait, la quille du bateau, ça va être un poids mort. C'est-à-dire que mm. l'or ne rapporte rien, etc. Mais par contre, il va nous sauver la vie dès qu'il y aura là une tempête. Et c'est lui qui va permettre de bien gérer le cap, etc. Et c'est lui qui va créer l'inertie. Et en fait, donc ça, c'est une partie qui va tourner autour de, je dirais, 15, autour de 15%, 15-20%. D'accord. Et après, le capital fondant, c'est quelque chose que personnellement, je trouve qu'il n'y a pas trop de sens. C'est comme quelqu'un qui me dirait, bah, j'ai investi dans la bourse ou dans les crypto-monnaies, et en fait, je vais créer mon patrimoine avec ça. Non. La bourse et les cryptos sont faits pour diversifier. Elles sont pas Mm. là pour créer Parce qu'en fait, à un moment donné, si j'ai 100 000 euros, et que je vais le mettre en bourse, ok, dans un an, j'aurai peut-être 107, mais j'aurai peut-être aussi 90 ou 50, j'en sais Tout à rien. fait. Et donc, en fait, il faut que cette partie-là soit un complément. Quelqu'un qui a 1 million d'euros, il va mettre 50 000 euros en 5% de son patrimoine en Mm, crypto. Ces 50 000, il a un coup de chance, ça se transforme en 300 mm. 000. Ça va générer de la performance potentielle, mais s'il perd tout, ça va rien changer. En revanche, si on n'a que 50 000 euros et tout son patrimoine, qu'on met tout dedans, ça veut dire qu'en fait, la volatilité, c'est-à-dire la différence de prix chaque année, voilà, va pas être, enfin, va être très Il va difficile à vivre, hein. transpirer. Voilà. Et surtout, ce qui compte, c'est que, bah, en fait, ça n'a pas de sens parce que derrière, 10 ans plus tard, l'euro aura perdu sa valeur. Donc, on aura plus d'euros Mm. qui seront taxés. Mais en réalité, bah, on pourra acheter moins de choses avec ce capital. Donc, si on regarde la bourse, 7% annuel en moyenne, c'est ce qui est Mm. dit. C'était pas valable en 2003, ou 2002-2003. C'était pas valable dans 2008. Enfin voilà, c'est Ouais. quelqu'un qui arrive à tenir une baisse de 40-50% de son portefeuille en Mm. bourse, Mm. chapeau. Il Ouais. est capable de le faire quand c'est très une diversification. S'il a Tout à tout mis fait. dessus, il Bien revend sûr. comme tout le monde. Mais oui. Et il revend au mauvais moment. Et dernier point sur la bourse, en fait, il faut bien comprendre que on est dans un monde où c'est l'offre et la demande. Et donc, il n'y a pas de... En gros, quelqu'un qui achète une action, il doit la revendre plus cher qu'il l'a vendue. Ouais. Avec l'immobilier, on s'en fout. C'est complètement à l'opposé. C'est-à-dire que les gens
l'erreur qu'ils font, c'est de penser qu'ils vont acheter un bien à 100 000 et le revendre à 200 000. C'est ça qui va faire le La gain. culbute. Voilà. Et en fait, pas du tout. Mais oui, On peut très bien acheter un bien à 200 000 qui perd la moitié de sa valeur, mais comme on n'a rien mis dedans, bien sûr. on a un bien à la fin qui est payé et surtout on a des revenus. Et c'est ces revenus-là qui sont importants. En bourse, la plupart du temps, les revenus ne sont pas extraordinaires, ils n'augmentent pas avec le temps et on a des rendements qui sont... voilà. Donc en plus du stress, le fameux indice de tranquillité qui est bien plus élevé en bourse parce qu'il faut être dessus tout le temps, etc. Mais en fait, on sait que mécaniquement, si on ne fait pas 10-15% de rendement en maîtrisant le risque, ça ne sert à rien d'y aller. Et donc, si on est trader Mhm. professionnel, il n'y a aucun souci parce que Ouais, bien sûr. C'est un métier. on gère, voilà, c'est un métier. Si on est boursicoteur en pensant que si ça a monté pendant 10-15 ans et que ça va continuer à monter pendant 10-15 ans, on se trompe. Et surtout, il n'y a pas ce flux. Voilà. Je ne sais pas si... Si, c'est assez complet. Je suis assez d'accord sur la bourse. C'est vraiment un métier, il faut vraiment s'y intéresser. C'est comme une entreprise. Moi, j'ai fait que des mauvaises erreurs en bourse. Donc, Ah, j'ai mis de l'argent que j'étais prêt à perdre. Donc, comme tu as oui. dit, voilà, ça reste des petites sommes, mais qui sont quand même importantes. Et comme tu l'as dit, on maîtrise pas tout. Et comme dans la monnaie, en fait, j'ai subi, je pense que c'est une augmentation de capital. Donc, j'avais acheté beaucoup d'actions parce qu'elle avait chuté. Et c'est une société qui fait plusieurs milliards et qui est très connue. Hmm. Il y a un livre qui est sorti, qui a fait scandale, et du coup, elle a été dévaluée à plus de 80%. Je me suis dit, c'est super, je vais faire un bon coup, je vais faire une culbute, une belle plus-value. J'en ai acheté pour pas mal quand même. Ouais. Et là, il y a eu effectivement le scandale qui a continué, donc il y a eu une sorte de dilution du Hmm. capital, donc j'ai reperdu 80% de ce que j'avais mis. Ouais. Je me suis dit, je tiens le coup, je rachète parce que je veux diluer mon risque et donc On appelle ça moyenner à la baisse. ouais, très Ouais, mauvaise idée, puisqu'il y a eu une nouvelle dilution, bien sûr. quelque chose qui est du jamais vu, exceptionnel, mais c'est possible, voilà, puisque ça reste des actions, c'est comme la monnaie, plus on en met, plus ça dilue, et C'est plus on ça. perd en En fait, valeur. On maîtrise pas. on surestime notre capacité à gérer ce genre de choses, ce genre de risques. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la bourse, c'est soit on est en euphorie, ça veut dire qu'en fait, il y a trop d'acheteurs, pas assez de vendeurs. Mhm. Donc, en fait, l'action remonte jusqu'au ciel. Et quand c'est l'inverse, on est en panique. Donc, en fait, euphorie, panique. Mm. Et donc, il y a un point qui est essentiel, c'est qu'on va prendre l'exemple d'Alcatel en 2000, qui était monté à 100 euros. Alcatel a fini à 0,2 ou 0,5 euros. Et qu'est-ce qui fait la Incroyable. différence? C'est qu'à un moment donné, il y a une personne qui a acheté l'action à 100 euros et en fait, on valorise tout le marché à 100 euros. Oui. Et donc, il y a une vision des choses qui est complètement abstraite, c'est-à-dire qu'on valorise les actions de manière erronée. Mm. Aujourd'hui, si personne ne vend, personne n'achète, on prend le dernier prix. Il y a une transaction à 50 euros pour je ne sais quelle action, et ben en fait, on va valoriser tout le monde. Et donc, on se trompe parce que Mm. on voit Jeff Bezos ou Bill Gates, on dit que le patrimoine est valorisé, mais s'ils vendaient tout le jour même Ouais, ou de manière séquentielle, ben en fait, toutes les tout actions tomberaient s'effondrerait. comme des Eh pierres. oui. Et donc, c'est le problème de ça. Un immeuble, quand on le vend à quelqu'un qui veut y habiter ou quelqu'un qui veut investir, et on a des flux, on a une réalité. Ouais. Là, aujourd'hui, on sait que si on parle en 2026, on sait que les marchés sont surévalués. On a des méthodes de valorisation qui sont extrêmement simples, hein. C'est combien la boîte génère de flux financiers, de bénéfices, et combien on l'achète. Mm. Et ce fameux PER, Price Earning Ratio. Et en fait, ce PER, aujourd'hui, il est devenu complètement déconnecté. Et on sait qu'on est en dehors des clous. Donc, la bourse, c'est euphorie ou panique. Quand plus personne veut de papier, ben en fait, malheureusement, on est obligé de le vendre au prix que les rares personnes intéressées vont vouloir accepter. Mm. Ouais, Euh, sur l'immobilier, on n'a pas ce problème-là. Et je dirais que, comme tu rappelles, il y a un moment donné, ça, c'est utile. bien sûr, c'est des données Voilà. fondamentaux.
Et donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe sur l'or. C'est-à-dire que plus personne ne veut de papier, tout le C'est monde veut de vrai. l'or. Les banques centrales en achètent massivement. Les particuliers commencent à en acheter, mais c'est très tardif parce ça Et fait oui. quand même 50, 60 ans qu'on leur dit que l'or ça sert à rien, que c'est inutile, ça fait pas de rendement, que c'est improductif. Je suis désolé, mais un billet de 50 euros ne produit pas plus. Et Bien sûr, j'aimerais c'est rajouter vrai. un autre truc. Alors là, je sais que je vais en C'est vrai. faire fumer plus d'un. Euh, une action ne génère rien, à part des flux financiers pour les sociétés de gestion et faire tourner la finance. Pourquoi? Parce que une action qui est émise en 1980 pour Total ou d'autres sociétés, par exemple, ils vont récupérer du capital, donc ça fait tourner l'économie. Mmh. Mais une fois que cette action est vendue, elle va échanger, racheter, revendu, racheter, revendu. Et donc là, c'est fini. C'est-à-dire qu'en Mmh. fait, on passe sur un deuxième cycle où ça va être des frais financiers, des frais pour les comptes titres, etc. Et donc c'est là où il faut bien comprendre que le fait d'investir dans la bourse fait tourner la finance, mais ne fait pas tourner les sociétés parce qu'il y a longtemps qu'elles ont financé cette action qui circule et qui change de main en main. Donc il faut bien remettre un peu Mmh. la Ouais, ouais, chose c'est en bien d'avoir cette perspective vision là-dessus. assurée. Mm. Ouais, tu raison. Du coup, c'est vrai que l'or a pris beaucoup de valeur, là, ces dernières années. Toi, ça fait des années, hein, que tu parles de Mhm. l'or, sécuriser votre capital dans différents actifs. Donc, d'ailleurs, on mettra, le lien peut-être, de ton site internet. S'il y a des personnes qui Mm. souhaitent, voilà, te contacter, faire, appel, à tes services parce que tu accompagnes, voilà, des clients qui le souhaitent. Et par rapport à l'or, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour acheter de l'or? Et comment acheter de l'or? Est-ce qu'on achète de l'or papier sur Mm. des sites internet? Est-ce qu'on achète de l'or physique? Si oui, il faut le mettre où? Dans un coffre à la banque? Qu'est-ce que tu peux conseiller sur, Sur la cette situation partie-là, actuelle oui. et sur l'or en particulier? Alors, ce que tu as bien compris, c'est que le papier, je m'en méfie. Le Oui. papier, c'est une promesse qui ne sera jamais tenue, tôt ou tard, en fait. Mmh. Hein. C'est la promesse du franc, l'ancien franc, etc. C'est toujours été la même. Hein. Mmh. Cette promesse finit par ne plus être tenue. Et donc, l'or papier, c'est un non-sens. En fait, on achète de l'or pour être couvert dans les moments peu probables où on perd tout. On peut potentiellement perdre tout. Donc si on fait de l'or papier, c'est comme prendre une assurance avec un assureur qui est pas, qui va sauter à Oui. la moindre défaillance. Donc l'or, en fait, c'est pas une assurance, en fait. Il faut bien comprendre ça, parce qu'une assurance, c'est à fond perdu. Là, ce capital, il va être transmis à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, si c'est pas consommé. Et donc, l'idée, c'est d'être toujours sur du tangible, que ce soit l'or ou l'argent physique. Hein. L'argent, j'insiste, c'est vraiment... D'accord. aujourd'hui, il faut bien comprendre que les grandes sociétés multinationales et les banquiers américains, comme JP Morgan, etc., sont en train de massivement investir sur l'argent physique. Et donc, l'argent physique, c'est pas du papier. Donc, c'est pas je fais mes petites choses sur mon compte titre, etc. Et ce qu'ils font, eux, il faut suivre leur exemple parce qu'ils ont Mmh. des informations qu'on n'a pas la plupart du temps. Ils vont construire des grands hangars énormes, ils vont acheter de l'argent qui vient des mines d'argent, etc. L'argent, c'est souvent un sous-produit des mines de cuivre, etc. Ils vont acheter massivement cet argent-là, ils vont le stocker. Et pourquoi ils le font? Mmh. Bonne question. Donc il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on est quasiment à 50-50 entre l'argent et l'or physique. Pourquoi on D'accord. va aller sur l'argent? Parce que traditionnellement, l'or et l'argent ont toujours fonctionné un peu ensemble. On appelle ça le bimétallisme. On sait que la Chine joue un petit peu avec ça et connaît très bien le marché de l'argent, parce qu'ils ont forcément des entreprises, des industries très développées. Et surtout, pour ceux qui connaissent l'Asie, hein, Hong Kong par exemple, là où j'ai pas mal vécu, et ben en fait, ils avaient l'habitude d'avoir des petits dés en argent. Et c'était leur D'accord. monnaie jusque dans les années 60 avant que ça se transforme en billets. Ah ouais, Et OK. ça, c'est intéressant parce que traditionnellement, le jade et l'argent, évidemment l'or, c'est évident, mais l'argent était la monnaie de tous les jours. Utilisé. Voilà, et donc je serais pas étonné qu'un jour, la Chine
disent maintenant, mon yuan, Mhm. RMB, hein, c'est différents noms, soit arrimé à l'argent physique. Et donc, D'accord. l'Inde vient d'annoncer, il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine ou deux, qui commencerait à envisager ça. Donc, c'est pour ça que Oui. on est sur un actif tangible. Il faut l'avoir. Après, on peut le mettre en Suisse, on peut le mettre chez soi, on peut le mettre en coffre en banque en France. Donc en France, étranger ou chez soi. D'accord. Souvent, l'idéal, c'est d'avoir quelque chose qui soit facile à transporter, qu'on puisse échanger. Donc pas des gros lingots, ça n'a pas de Oui. sens, hein. D'accord. Plutôt des pièces, des Napoléons. Pour les pièces d'argent, c'est les 5 francs semeuses. C'est vraiment une valeur sûre. Ok. Voilà. Et après, on peut aussi aller sur des sites pour les plus gros patrimoines, d'aller sur des sites Sécurisé. qui vont permettre de mettre cet argent qui est alloué, c'est-à-dire qui nous appartient, mais à Singapour, à D'accord. Londres, etc. Et donc ça permet de diversifier les zones géographiques aussi. Voilà. Très bien. Donc Très c'est un intéressant. métier, enfin c'est un métier, c'est passionnant de s'intéresser aux actifs tangibles parce qu'on revient à Mhm. la base Mhm. et en fait c'est un lien qu'on a de très fort avec nos anciens en fait, hein. Oui. Nos anciens Oui, bien fonctionnaient comme sûr. ça. Nos parents ont été formatés dans le système bancaire où en fait pour payer il suffit de prendre une carte bleue, etc. Mais Mhm. on sait très bien que si demain il n'y a plus d'électricité, on va devenir être propriétaire d'un bout de papier ou de capital sous forme d'or et d'argent. Garder du bon sens. Retour un Bon petit peu sens paysan, ça a toujours voilà. été ce qui m'a marqué. Voilà. Et en fait, Mhm. faire les choses simplement. Ouais. Moi, j'ai fait aussi pas mal de trading, donc de bourse, etc. Il y a eu des bons moments, il y a eu des très mauvais moments. Et en fait, on se rend compte que c'est abstrait. Et donc, si je devais retenir une chose, c'est que quand on fait un investissement, il faut que ça soit du concret. Mhm. On voit un locataire, émotionnellement, on est lié à ce locataire, on va lui apporter des réponses. C'est presque comme une société, en fait, hein. Bien sûr. Euh, acheter une action dans le seul but de la revendre plus cher, c'est de la spéculation. Si on fait du trading, c'est un métier, donc ça, Mhm. aucun problème. Mais en fait, ça a une perte de sens. C'est pour ça que les gens sont capables de mettre 100 000 euros, 200 000 euros en bourse et de faire du all-in Mhm. ou alors de faire des paris parce que c'est de l'émotion. Et donc, en fait, là, on est sur quelque chose qui est très dur, personnellement. En tout cas, pour moi, c'était Mhm. trop, trop dur. Oui, émotionnellement, Voilà. c'est très très Alors dur, hein. qu'une pièce d'or, on la prend, Oui. on la met dans un trou dans son jardin Ouais. ou je ne sais où dans un coffre Ouais. et on l'oublie. Et en Mhm. fait, le simple fait de faire ce geste-là, ça libère l'esprit. On se Bien sûr. concentre sur l'entreprise, sur son travail. Si on est salarié, on adore son travail Ouais. et on laisse le temps agir. Sur tout ce qui est financier, il faut qu'on lutte contre le temps, contre Mhm. Mhm. l'inflation et contre la fiscalité. Et donc, c'est à ce moment-là où, en fait, où on fait les plus grosses erreurs. C'est qu'en luttant, en voulant avoir plus, Ouais. donc de la Et oui, spéculation et du gain, et voilà, on et va ben prendre plus de risques, on, des mauvaises on décisions. perd souvent tout, ou souvent Ouais. beaucoup, Ouais. et on finit par avoir la voix de la sagesse qui dit vas-y, fais ça, Ouais. achète la pièce, mets-la là. Si tu ne te sers pas, elle servira à tes enfants. Et il n'y a pas de fiscalité annuelle, c'est très simple. Mhm. Enfin voilà. C'est comme faisaient nos grands-parents. Tout à fait. Et, Mhm. c'est pas ringard de dire ça parce que nos grands-parents avaient raison. Ils ont vécu ces moments, comme tu disais, Tout à fait. que nous, on a du mal à imaginer. Mais si on fait quelque chose qui a du sens, un toit en Bien sûr. ardoise, comme tu m'expliquais, il y a des travaux sur Mhm. une toiture, tu vas faire travailler l'économie locale, tu vas rencontrer des gens, c'est hyper passionnant. Ouais. Et en plus, au final, on sait que statistiquement, ça a marché. Et que si en plus on se sécurise contre tous les autres événements, on est tranquille. Donc pour toi, il n'est pas trop tard pour acheter de l'or. Non, C'est encore en le fait, bon moment, même s'il y a eu oui. cette, En fait, faut cette bien revenir remontée. sur le fait que l'or, ça permet. Enfin, faut pas l'acheter comme ça de manière compulsive. On l'achète pas Mhm. quand il D'accord. flambe ou quand il s'effondre. On n'est pas là pour faire de la spéculation. L'idée, c'est d'acheter de l'or de manière régulière.
Donc, quelqu'un Ok. qui a acheté des pièces, et j'en ai croisé beaucoup d'investisseurs qui investissent dans l'or depuis des années. Et moi-même, j'ai investi depuis, je crois que c'est 2004 ou 2005. Et en fait, l'or était à 200, 300 euros, 400 euros l'once, je me rappelle plus bien. Ah oui. En tout cas, je me rappelle d'avoir des pièces Napoléon à moins de 100 euros. Aujourd'hui, elles sont à 700. Donc, c'est pas le but de Ouais. spéculer. Mais si on achète de manière régulière, Mhm. en fait, l'idée, ma façon de fonctionner, c'est que j'ai de la trésorerie, Mhm. entreprise ou même personnelle, je vais acheter de l'or et de l'argent physique. Et je vais jouer juste en fonction de est-ce que l'argent est sous-évalué, est-ce que l'or est sous-évalué. Et j'ai besoin de trésorerie, je vends de l'or ou de l'argent en fonction Mhm. effectivement de ce qui a le mieux D'accord. performé. Mais en fait, je ne me pose pas la question de savoir quand. Parce que sinon, quand l'or baisse, on dit ah, il baisse, Oui, bien sûr. c'est pas le moment. Quand il monte, il flambe, on dit c'est trop cher. Et en fait, en faisant ça, bah, on fait exactement comme la bourse et Ah on fait oui, exactement les mêmes erreurs que la tout à fait. bourse. L'or, on sait que ça sera là pendant 100 ans. Une action en bourse, en fait, aujourd'hui, on parle du CAC 40 et c'est le dernier point sur le CAC 40. En fait, le CAC 40 des années 80 et celui d'aujourd'hui n'a rien à voir. Donc, on compare des choux et des carottes. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il y a Air France qui est plus, il y a tout un tas de sociétés qui ont disparu, qui ont été rachetés, qui ont fusionné, et donc on fait un indice qui n'est pas du tout représentatif. En réalité, on est tous soumis quand on investit voilà. Donc l'or, lui, il n'a pas bougé. Il est Mhm. toujours ce qu'il est, il est toujours dans les coffres-forts des banques centrales. Aux États-Unis, on ne sait même pas s'il y a encore de l'or. Mhm. C'est la On grande nique ça. question. En France non plus. Ouais. Voilà, on est obligé de croire tout le monde sur parole. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas assez d'or par rapport au produit, enfin au papier qui a été produit. Mhm. Et donc on sait que l'or va être, certainement, j'espère, va redescendre pour que plus de Mhm. personnes puissent se protéger. Mais on sait que, par exemple, sur l'or, l'or a fait plus d'1 million de pourcents au Venezuela quand la monnaie est dévaluée. Ah 1 oui, million de pourcents. d'accord. Donc il faut bien comprendre que quand c'est multiplié par 100 000, la valeur de l'or, c'est pas l'or Oui, qui monte, oui, oui, c'est tout à la fait. monnaie qui vaut plus rien. Et donc c'est vraiment là où il faut comprendre que la grand-mère, quand elle donne une pièce d'or, elle donne pas de l'argent, elle donne une partie d'un patrimoine qui va nous permettre de passer toutes les crises. Et Mhm. donc Mhm. c'est faire un chèque, recevoir un chèque ou recevoir Mhm. un panier où il y a plein de pièces d'or, Ouais, bien sûr. ça n'a rien à voir. C'est pas le même message. Bah oui, les pièces d'or du grand-père, Ouais. c'est quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose qu'on va toucher en dernier recours. Et donc, fatalement, c'est quelque chose qui va être utile. Ouais, tout à Utile fait. pour se libérer l'esprit. Et c'est le point le plus important, c'est que quand on veut investir, on crée une entreprise, on prend des risques, on fait de l'immobilier, on prend des risques aussi. On a besoin de stabilité. Et le fait de se dire, poum, j'ai 50 000 euros ou 20 000 ou 100 000 ou 1 million d'euros en or, fait que intellectuellement, on sait qu'on peut y aller. On n'a pas peur que les marchés s'effondrent, que voilà. Tout à fait. On Et donc, sort de tout ce système-là. oui, et puis ça donne beaucoup de confiance. Parce que demain, il y a un Mhm. événement, bah, on sait que l'or va faire ça, et puis les placements financiers vont faire ça, Mhm. et on est équilibré, c'est tout. On se rééquilibre. On retourne sur ses pattes. Mais du coup, Voilà. je crois qu'en sortant, Ah je vais aller m'équiper. Je suis pas assez équipé. Et oui, non, c'est vrai que je suis content d'avoir cette conversation parce que c'est... ça apporte une sérénité Oui, dans le temps exactement. En fait, pour qui me répondre à manque un ta peu question, aujourd'hui. parce que j'ai même pas répondu à ta question avec tout ça, pour répondre à ta question, je vais donner un chiffre. On évite de donner toujours des chiffres, mais quelqu'un qui a 500 000 euros de dette, par exemple d'emprunt, donc c'est une dette envers la banque, il faut, il faut au moins qu'il ait 50 000 euros en or. D'accord. C'est un ordre de grandeur. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un événement, bah, en fait, la multiplication de l'or va revenir Va plus ou moins à compenser. l'équilibre. Donc ça permet de payer des loyers de payer des remboursements d'emprunt si les loyers ne tombent plus. Mhm. Les guerres sont souvent brutales, courtes, destructrices et en particulier sur la monnaie. Euh, donc en fait, la monnaie, si elle est détruite, il faut juste comprendre qu'avec 50 000 euros
euh, et que de l'autre côté, on a une dette de 500 000 euros, bah, en fait, il y a un équilibre qui se fait immédiatement. Et Ouais, donc, c'est super à ça. la fin, il y a des cas dans l'histoire hein, qui sont documentés, que je présente aussi dans mon livre, où la personne, elle prend une pièce et puis elle rembourse ses crédits. Et donc, c'est ça, en fait, l'idée. C'est que le crédit, bah, il reste en monnaie, Mm. gros avantage. Il reste en monnaie, on a 300 000 euros, mais ça va peut-être être le salaire annuel d'un cadre, enfin, Ouais. ou d'un ouvrier Mm, mm, plus mm. tard. Et donc, on est capable de prendre une pièce ou quelques pièces, de rembourser ses emprunts, et c'est fini. Donc, c'est un plus d'être endetté quand on est dans l'immobilier. C'est un moins d'avoir du capital en euros Oui, c'est quand on sûr. a du cash. D'où l'intérêt d'équilibrer les De deux, en bien fait. équilibrer. Ouais. Non, très bien. Mais merci pour ces précisions qui justement ouvrent un peu l'esprit sur des sujets qu'on a moins l'habitude d'aborder quand on est investisseur immobilier et pourtant qui sont primordiales, très importants. Alors, j'espère qu'on va pas traverser Ah, des j'espère pas guerres, non de plus. crises, mais c'est vrai que ben voilà, on a quand même des montants empruntés Mm, assez importants et une exposition effectivement de plus en plus importante quand on mm. continue à investir. Donc, penser à la sécurité, Faut être- avoir la C'est ça, faut être tranquillité d'esprit. pessimiste dans son approche Ouais, de risque et optimiste dans son approche de vie. ah, C'est vraiment ça l'objectif. tout à C'est fait. qu'en fait, on peut pas être. En fait, c'est très, comment dire, paradoxal. C'est qu'en fait, c'est très. C'est l'opposé. D'un côté, Oui, on a confiance dans l'avenir, donc on fait de l'immobilier. De l'autre côté, on va acheter de l'or parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va pas bien se passer. Et en réalité, bah, l'avantage, c'est que les deux performent très bien dans ce oui, monde-là, ils se complètent bien en se fait. complètent bien. Mais si on fait l'inverse et qu'on fait, on met tout dans ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire de la monnaie dette, bah, au final, on sait dans tous les cas, un jour ou l'autre, Mm. on pourra le regretter. Donc c'est ça, cette approche de sagesse et d'entrepreneuriat à la fois. Donc Mm, tout à fait. on fait comme les anciens, bah, comme les agriculteurs hein, de l'époque, hein, Mm. ils s'endettaient pour acheter des terres en regardant le flux et à la fin la terre était remboursée et donc une fois à la retraite, ils mettaient leur terre en fermage pour avoir des revenus à vie. Sauf que bah, forcément, le monde de l'immobilier est beaucoup plus rentable que le monde agricole. Mm. Et c'est mon cousin qui m'a dit il y a quelques années, et je lui rappelle toujours, quand on est agriculteur, on vit pauvre et on meurt riche. Et c'est Ouais, exactement c'est ça, pas c'est qu'on mal. on a une masse d'actifs tangibles, mais comme c'est un outil de travail, Et on ne oui, peut pas le vendre. on ne peut pas l'exploiter. Avec Oui, oui, l'immobilier, on peut se permettre de le vendre, on peut bien le sûr. conserver et on peut aussi faire son travail à côté. C'est vraiment le plus gros bénéfice, je trouve, Ouais. actuellement. Mm. Bon, ben, très bien. Je pense que ça fait un petit moment qu'on est en enregistrement. Une dernière chose, s'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services, qu'est-ce que tu proposes? Comment tu accompagnes tes clients? On mettra le lien que tu veux en description. Moi, j'ai lu ton premier livre qui est très intéressant, qui est Mhm. super. Félicité, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce livre. Et voilà, comment tu aides aujourd'hui certaines personnes qui souhaiteraient te contacter? Alors moi j'ai un site de formation en ligne hein, qui s'appelle Indépendance Financière. Donc le site c'est formationindépendancefinancière.fr et en fait l'idée c'est de pas faire les choses à la place de mes clients, mais de les former. Hmm, De les former aussi bien sur l'immobilier. En fait, il y a trois thèmes, hein. C'est comment je crée du patrimoine. Donc, c'est l'immobilier. Je ne parle pas de la création d'entreprise qui est vraiment très spécifique, mais immobilier plutôt ancien dans les villes, petites villes de province ou même les grandes villes, ça peut le faire. Le deuxième angle, c'est l'optimisation fiscale. Comment on fait pour payer aucun impôt, comme tu le disais, ouais. pendant 10, 15, 20 ans Hmm, et optimiser à la fin, c'est-à-dire qu'on peut payer aussi aucun impôt si on transmet, par exemple. mhm, On tout à purge cette fait. plus-value. Et le dernier point, qui est à mon sens central, hein, c'est la quille du bateau. C'est la chose qu'on construit en premier et que dans la vie patrimoniale, souvent on le construit en dernier. C'est comment je protège mon patrimoine des crises et du temps. Voilà, de l'inflation, D'accord. etc. Et donc, je les accompagne, c'est vrai que je les forme via des vidéos et après, je les accompagne bah, sur leur projet immobilier, sur leur approche patrimoniale, sur comment fonctionne l'or, comment fonctionnent les autres actifs, hein, parce que c'est vraiment très large. On parle aussi du financier comme un moyen de diversifier, mais voilà, pour la création de patrimoine, on l'a bien compris,
c'était beaucoup moins puissant. Donc voilà, et l'idée, c'est de trouver cet équilibre en fait. Et donc, c'est vraiment une formation en gestion de patrimoine qui permet de parler du positif, du négatif, de la gestion de risque et de l'approche en fait, un peu comme un gestionnaire de patrimoine en Suisse ferait pour une famille de multimillionnaires ou milliardaires. C'est la même chose. Le tout, c'est que chaque client puisse comprendre ce qu'il fait et qu'il puisse choisir. Il ne s'agit pas de faire à leur place parce que souvent on délègue cette partie-là. En fait, ça n'a pas de sens. Oui, Quand bien on sûr. gagne, D'accord. quand on gagne bien sa vie et qu'on a commencé à construire un beau patrimoine, il ne s'agit pas de déléguer à quelqu'un qui peut s'avérer décevant. Bien Voilà. sûr. Si on fait ses propres choix, Mm, en mm, connaissance de cause, c'est beaucoup plus puissant. Ouais. Et surtout, on apprend à se connaître nous-mêmes. Hein. C'est ça qui est important. Exactement, et prendre ses Voilà. propres décisions. Mais ça, je le dis souvent, prenez des conseils avec des spécialistes et prenez vos propres décisions. C'est Toi, c'est ça. bien si tu mets juste les personnes que tu accompagnes au cœur de leurs décisions en Oui. leur donnant toutes les cartes en main pour prendre eux-mêmes leurs propres décisions. C'est ça. C'est vraiment C'est comme un une expert bonne comptable. approche. Un expert comptable, si il vous explique comment ça fonctionne, vous le comprenez et vous dites bah oui, Ouais. option A, option B. Là, c'est la même chose. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup, Étienne, Avec pour cette plaisir. intervention riche en informations, Ah oui. assez complète, assez large aussi en termes justement d'actifs. Ça permet d'avoir une vision un petit peu plus large de ce qu'on peut avoir l'habitude d'avoir quand on est investisseur immobilier. Merci, à très vite. On va manger maintenant, on va reprendre des forces et puis pensez à vous, passez à l'action. Et puis j'espère que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker pour nous aider à développer la communauté et la visibilité de cette chaîne. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Ciao.